santé est débattue. Si l'on peut prévenir cancer et sida par des réformes sanitaires, sociales, économiques, politiques, si on peut les guérir par des thérapies alternatives, pourquoi ne le fait-on pas? Et pourquoi empêche-t-on par tous les moyens, y compris les plus violents, l'action de ceux qui prouvent qu'il est possible de le faire, ou qui au moins proposent d'essayer autre chose? Pourquoi certains s'acharnent-ils à imposer officiellement certains dogmes, souvent par la force, tandis que d'autres s'évertuent à les combattre? Si les vaccins sont efficaces et sans danger, pourquoi des médecins et des chercheurs tirent-ils la sonnette d'alarme depuis 100 ans? S'ils sont inefficaces et dangereux, pourquoi les impose-t-on à tous les peuples du monde, dès la naissance et toute la vie? Et pourquoi en produit-on toujours de nouveaux? Quel est l'intérêt des uns et des autres? Qu'y a-t-il derrière l'idole proposée à l'adoration des foules? À qui profite le crime? En 1888 fut inauguré l'Institut Pasteur, aujourd'hui intégré à une multinationale qui réalise des profits considérables dans un contexte sanitaire mondial de plus en plus dramatique. Si déboulonner la statue de Pasteur s'avère justifié d'un simple point de vue de la vérité historique, il est autrement plus fondamental de dénoncer les conséquences de cette idolâtrie, des croyances absurdes entretenues par les technocrates qui utilisent l'auréole du grand homme pour pérenniser un empire financier, sans se soucier le moins du monde de la dégradation généralisée de la santé qui découle de leurs agissements. En 1995, le monde entier commémorait l'anniversaire de la disparition de Louis Pasteur. S'agissait-il d'honorer la mémoire d'un homme ou de préserver les intérêts d'une multinationale? Troisième point. Il nous faut concevoir l'avenir, et pour cela procéder à une révision radicale de notre biologique. L'exposé des histoires et légendes de l'ère pasteurienne à présent achevée va laisser un grand vide. L'image d'Épinal, du savant infaillible et intègre, fut jusqu'ici le plus sûr moyen, peut-être le seul, de valider notre perception négative du microbe et donc la poursuite de la vaccination à outrance. De même, les haricots du bon moine Mandel et la prose poétique de Darwin justifient toujours les délires prométhéens du génie génétique et de la sociobiologie. En finir avec Pasteur n'est pas renier un passé qui appartient à notre patrimoine culturel, mais entrevoir que cette phase de notre histoire est définitivement révolue. Il faut se rendre à l'évidence, la médecine du XXIe siècle ne sera pas pasteurienne, pas plus que l'évolution n'est darwinienne. La génétique moderne est strictement mendélienne, l'étude de l'inconscient purement freudienne, ou la physique uniquement einsteinienne. L'admettre ensemble sera un événement considérable. L'effondrement de ces surmoi étouffants permettra à chacun d'accéder à la maturité, à une façon autre de concevoir nos relations avec l'étrange et l'étranger, représentés ici par ces microbes contre lesquels nous menons depuis 100 ans une lutte acharnée et perdue d'avance. Cette version martiale d'un combat sans trêve apparaît de plus en plus puérile, simpliste, périmée, et nous avons entrevu le revers terrifiant des médailles remportées. Nous sommes confrontés à une urgence. En quelques décennies, la vaccinologie est devenue une science autonome, nourrissant une utopie dont le caractère illusoire devient chaque jour plus manifeste. En dépit du doute grandissant, ses partisans durcissent leur action, imposent de la peur des inoculations inutiles et dangereuses, multiplient les interventions sur les nouveau-nés, persévèrent dans la vaccination généralisée d'un tiers-monde qui souffre avant tout de la faim, ou encore promettent des vaccins improbables contre des maladies dont l'origine n'est pas infectieuse. Et nous laissons faire, sans doute parce que nous n'avons rien d'autre à proposer. Il faut aller au-delà d'un révisionnisme de surface. Ce livre se voudrait non pas iconoclaste, mais homéostatique, dans le sens d'un retour urgent à l'équilibre de ces organismes complexes que sont les sociétés humaines, intégrés dans l'ensemble plus vaste de la biosphère. S'il s'avère que le temps est effectivement venu de remiser les vaccins avec les clistères et les saignées du temps jadis, avec quelles armes allons-nous affronter la maladie, et surtout la peur de la maladie? Comment dissoudre notre peur morbide de l'altérité? Pour atteindre un but, il faut accepter de se remettre en route et en premier lieu reconsidérer certaines questions fondamentales. Si la version officielle est fausse, autrement dit, si leur rôle ne se limite pas à nous rendre malades et à nous détruire gratuitement, quelles sont les fonctions des microbes dans l'écologie planétaire?
S'il ne s'agit plus de se défendre à chaque instant contre des ennemis appartenant à un hypothétique non-soi, qu'est-ce que l'immunité? Avec ce nouvel éclairage, que signifie vacciner? Sur le plan médical, mais aussi sur le plan de l'évolution individuelle et collective. Enfin, quel est le sens de la maladie? Que signifie guérir, dans le contexte d'une évolution non réductible au test de Darwin? À côté des interprétations officielles, érigées en vérité définitive, apprises à l'école et à l'université, rabâchées inlassablement par les médias, il y en a d'autres, censurées, mais peu à peu découvertes en dehors des sentiers battus, lorsqu'on accepte d'être dérouté, bousculé dans ses certitudes. Ce qui sera nouveau, ce n'est pas l'information elle-même, mais le fait qu'elle devienne enfin audible au commun des mortels, non seulement accessible, car sortie des oubliettes et diffusée, mais recevable par un public jusqu'alors subjugué, anesthésié par les discours lénifiants des décideurs. Nous pourrons alors sortir de l'impasse d'un scientisme en pleine déroute et reprendre le chemin interrompu, une évolution vers l'homme unifié, vivant, ouvert à l'inédit, disponible à l'imprévisible, guidé par ce mal de l'infini, entre parenthèses Durkheim, qui habite le cœur de chacun.